Non, au professeur Fossum et ensuite il y aura un débat. Monsieur Fossumi, coordinateur recherche, et là c'est une abréviation du projet HM83EU3DE. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais vous allez sans aucun doute tout l'expliquer. Sa recherche porte sur la théorie politique, la démocratie, le droit constitutionnel dans l'Union au Canada et porte sur l'européanisation et la transformation de l'État-nation. Lors des 2 dernières décennies, le professeur Fossum a contribué à l'application des théories fédérales à l'Union en tant que système politique à part et à comparer l'Union au Canada. Il a rédigé 18 livres. J'ai tous les titres ici, je ne vais pas vous en faire la liste. Et le plus étrange est qu'il n'est pas ressortissant de l'Union, pour autant que je sache, parce qu'il est norvégien. Alors je ne sais pas si vous avez une double citoyenneté, je ne le crois guère. Donc vous êtes européen, mais non ressortissant de l'Union européenne. Je suis ravi de vous accueillir ici. Vous appartenez au conseil académique de la Maison de l'Histoire de l'Europe. Monsieur Fossum, je vous demanderai de bien vouloir prendre la parole ici, devant cette audience d'anciens députés et devant nos jeunes amis assis dans cette salle. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers étudiants en sciences politiques, je reprendrai certains sujets qui ont déjà été traités, mais je les situerai dans un contexte. Le point de départ est que la décision britannique de quitter l'Union européenne est la raison et l'effet d'un monde, d'un contexte géopolitique plus fragile. Parce que la leçon essentielle de l'après-guerre était qu'il fallait, pour protéger la démocratie, des structures entre les États membres de l'Union. Mais on a oublié le talon d'Achille, à savoir la relative absence de démocratie entre les États membres. L'Union, dès le début, a joué un rôle essentiel pour la réconciliation et a garanti également la stabilisation de relations stables. Est-ce qu'on pourrait demander à l'orateur de ne pas lire à toute vitesse son discours? Le monde scientifique a fait beaucoup pour assurer la réconciliation. Et c'était ce qu'a dit Pat Cox, à savoir il faut s'arrêter et réfléchir. Ce qui motivait Jean Monnet, c'était la réconciliation. Et je pense qu'il faut être dans cet état d'esprit. Et le boomerang revient violemment vers nous ces temps-ci. Bref, je continue à lire. Le débat démocratique en Europe s'est concentré sur l'avenir de l'Europe. Devenir un État ou innover? L'Union a décidé d'innover. Elle voulait garantir un ordre politique pacifique et démocratique par une démocratisation interne allant de pair avec la paix externe et la promotion de la démocratie, pas seulement en Europe, mais à l'échelle mondiale. Et ceci concerne le Brexit. Le rôle de l'Union en tant que garantie de relations pacifiques en Europe est évident dans le cadre de l'application de l'accord du Vendredi Saint, qui assurait la paix en Irlande du Nord. L'ordre politique implique que l'Union partage des règles communes par des institutions communes et signifie également que l'Union joue un rôle important sur les États membres en leur permettant d'avoir leur propre... Alors à propos d'exemples, sur la Norvège, dans l'accord que la Norvège avait signé avec l'Union, l'accord de libre-échange, qui est entré en vigueur en 1994, l'agriculture n'était pas incluse parce que la Norvège voulait l'en exclure. Aujourd'hui, 40% des règles que la Norvège importe de l'Union portent sur l'agriculture parce que la Norvège doit avoir accès au marché européen du poisson. Et donc, à cause du grand nombre de règles sur la santé animale,
la Norvège a repris les règles agricoles européennes. Il est donc très difficile d'éviter de reprendre des règles de l'Union. Alors, ceci revient à dire qu'en matière de contrôle, il est très peu probable que un pays sortant du système pourrait compenser parce que les États membres sont vraiment ancrés dans les institutions européennes, ce qui représente des contraintes, mais aussi des avantages. Il en s'ensuit que plus le pays qui souhaiterait quitter est grand, plus il souffrira de son départ et devra de toute façon s'adapter aux règles de l'Union. Et ceci concerne notamment le Royaume-Uni. Alors l'ordre politique va au-delà des frontières de l'Union. Les accords que l'Union a préparés pour gérer ses relations. Est-ce que l'orateur a son discours pour le donner aux interprètes? Le principe clé de ces relations, et là j'inclurai le Brexit, c'est la conditionnalité. Non-members may incorporate. Les membres de l'Union veulent incorporer des règles ainsi que les États qui ne sont pas membres, mais ils doivent se soumettre à des conditions. Ces conditions, si elles sont respectées, permettent aux États membres un accès sans discrimination. Donc les pays non membres qui respectent les règles des États membres et de l'Union ne seront pas traités comme des tiers. Ce qui est important aussi, c'est que plus les liens sont serrés, plus il y a affiliation. Donc le principe de conditionnalité est un principe majeur. Il est présenté de manière différente. Il faut voir si l'on parle de conditionnalité politique, de promotion de la démocratie, ou si on parle simplement de lien lâche, ou si on parle du Brexit, si on parle d'adhésion future. Mais c'est le même principe que l'on retrouve partout, omniprésent, qui est lié à la cohésion de l'acquis, notamment le marché intérieur, ce qui explique pourquoi l'Union a tellement insisté là-dessus. Parce que, au lieu d'avoir le même genre de contrôle aux frontières, l'Union utilise le principe de conditionnalité qui fait que plus vous participez au programme de l'Union, plus vous devez accepter les règles de l'Union, mais plus vous en bénéficiez. Ce principe s'applique dans toutes les relations extérieures de l'Union. Mais ce sont des accords sur mesure, plus ou moins efficaces, mais le principe reste le même. Et ceci permet de comprendre pourquoi le Parlement européen joue un rôle en interne et en externe. Sur le plan externe, le Parlement joue un rôle clé à cause de la conditionnalité politique, la promotion des droits humains, de la démocratie. Et en politique interne, il joue un rôle clé dans la démocratisation de l'Union par le biais de la responsabilité spécifique qui est la sienne. C'est la seule entité élue au suffrage universel direct au niveau européen. Il s'ensuit une obligation de s'autoproclamer Parlement pour être à la hauteur de ce que l'on attend d'un Parlement qui est la représentation essentielle de la démocratie. Les parlements représentent la démocratie moderne. On parle de nouvelles manières d'avoir une démocratie. Mais s'il n'y a pas un organisme permanent qui est le lieu de contact pour les citoyens, il n'y a plus de démocratie. Il faut un organe fort qui soit le reflet de la démocratie et auquel les gens peuvent s'identifier. Ceci revient à dire que le Parlement européen a pris les choses au sérieux et il y a là une idée de soi qui semble couler de la source même de la démocratie. L'Europe se dote d'infrastructures démocratiques et de voies de communication permettant une participation citoyenne. Il faut également que l'exécutif soit responsable devant les parlements et la présence même du Parlement implique l'ouverture et la transparence. Ce sont là les exigences de base
que le Parlement s'impose de respecter. Et ce sont également les attentes des Européens. C'était un peu le leitmotiv dans l'évolution du Parlement européen. Okay, I'm sorry. I will slow down. This was kind of. Alors moi, je voulais vous parler ici du cadre général. Je voudrais maintenant vous parler du Brexit. Le Brexit est une reconstitution, parce que l'Union est un ordre constitutionnel. Pour l'Union, perdre un membre revient à dire qu'elle doit se reconstituer en tant qu'entité constitutionnelle. Lorsque le Brexit aura eu lieu, l'Union sera une nouvelle entité, parce que ce sera l'Union sans le Royaume-Uni. Et ceci se verra ultérieurement dans la vision qu'elle aura d'elle-même, dans sa composition en tant que population, membre de la Commission, du Parlement, etc. C'est donc une reconstitution de l'Union. Il ne s'agit pas ici de quitter simplement une organisation commerciale. Il y a une entité constitutionnelle et ça a une portée constitutionnelle. Mais c'est également une possibilité de reconstitution ou de déconstitution des relations extérieures de l'Union. Ceci dépendra beaucoup de la manière dont le Brexit se fera. Si le Parti travailliste devait gagner demain, et si le Parti travailliste fait ce qu'il a promis, il n'y aura pas de reconstitution parce que le Royaume-Uni serait étroitement lié à l'Union. Alors on verra, on en saura davantage demain. Mais je ne pense pas que ce soit très probable. Donc, l'orateur s'interrompt, ne trouve pas ses mots. Des conséquences plus spectaculaires seraient qu'il y aura un changement en profondeur. Quel changement? Cela dépendra non seulement du Royaume-Uni, mais également de l'Union. Mais si nous examinons l'Union tout au long des négociations, le rejet de l'Union du backstop et toute initiative de choisir des éléments particuliers sont autant d'exemples de velléité de la Grande-Bretagne de saper le principe de conditionnalité de l'Union. La Grande-Bretagne voulait un accord à part parce qu'elle ne voulait pas être soumise à la même conditionnalité omniprésente. Donc la question de l'Irlande du Nord porte sur l'acquis pacifique et sur la conditionnalité. Nous l'avons vu avec l'union douanière. Ce sont là des éléments qui jouent un rôle. Voici pourquoi l'Union a tellement insisté également sur l'Irlande du Nord. Mais un Brexit dans le chaos ramènerait une politique de la force, ce qui aurait des conséquences dans les relations entre les États, parce que les exécutifs joueraient un rôle plus important et auraient plus de moyens de pression sur les parlements. Donc on pourrait partir du principe que un Brexit dur aurait des répercussions sur tous ceux qui s'en occupent, parce que l'exécutif jouerait un rôle accru. Et la politique serait menée de manière différente. Lorsqu'on dit que l'ordre établi serait affaibli, oui, il le serait, mais ceci aurait également des conséquences sur les relations institutionnelles. Et ceci serait lié également à la composition même de l'Union sur le fond. Sa capacité de maintenir une économie sociale de marché dans la mesure où le gouvernement britannique actuel voudrait
une politique moins sociale et plus économique, ce qui remettrait en question l'ensemble du contexte européen. Donc il y a des défis considérables dans la dimension extérieure du Brexit, et ceci aurait également des effets directs sur le Parlement européen. Et le Parlement a souhaité une prise sur tout le processus de Brexit, mais officiellement l'article 50 ne permet au Parlement européen que d'intervenir à la fin pour donner ou non son accord. Mais le Parlement européen s'est imposé et a réussi à s'enclencher bien plus tôt dans le processus et a donné une orientation très claire au processus du Brexit. Et c'était des circonstances sans précédent. Ce que j'ai lu, c'est que le Parlement a réussi à avoir des positions cohérentes, soulignant bien qu'il y voyait là un processus de reconstitution. Le Parlement a compris le sérieux, a coordonné ses efforts et a fait de ceci un processus géré à haut niveau au sein même du Parlement, donnant donc ici un nouvel élan institutionnel. Ce n'était pas simplement un travail de coopération entre commissions, mais c'était une nouvelle entité qui s'en est occupée. Et puis ensuite, il a fallu définir les priorités. Sur quoi allons-nous nous concentrer? Et conformément à ses obligations de mandat démocratique, le Parlement a insisté sur les droits des citoyens. Il ne s'est pas concentré avant tout sur les questions de frontières. Et ceci portait sur l'unité de l'Union. Il est évident que les institutions de l'Union se sont coordonnées et le Parlement européen lui-même a tenu à avoir de bonnes relations avec les autres institutions pour dégager une position forte et unie de l'Union. Et beaucoup de personnes étaient très étonnées. Beaucoup d'entre nous pensaient que, au moment du vote Brexit, la Grande-Bretagne allait avoir une position claire et définie et l'Union non. Et c'est le contraire qui s'est passé, ce qui est très intéressant. Et le Parlement a joué un rôle clé là-dedans. Les nouveaux défis pour le Parlement européen sera que faire pour l'ordre politique européen post-Brexit. Et là, nous parlons de l'ensemble des relations extérieures, en général, pas seulement avec le Royaume-Uni. Alors, je vous le soumets à votre réflexion, parce que j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et puis, je voudrais rapidement vous parler de ce qui semble découler d'une reconstitution de manière naturelle, le processus interne à l'Union. L'Union devient une autre entité, ce qui a une conséquence sur la manière dont elle se perçoit. L'Union n'a pas vraiment été aidée par la Grande-Bretagne parce que le Royaume-Uni était très concentré sur lui-même et n'a guère réfléchi aux conséquences pour l'Union. Et peu de personnes considéraient que l'Union est un ordre institutionnel, donc on se retrouvait un peu isolé. La Grande-Bretagne ne voulait pas dire d'où elle partait, donc c'est devenu un problème. Et ceux qui quittaient ne savaient pas où ils voulaient aller, d'ailleurs ils ne savent toujours pas où ils veulent aller. Ce qui n'aide pas non plus celui que l'on quitte. Mais pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que l'Union est restée sur sa lancée alors que la Grande-Bretagne tergiverse. Alors on pourrait beaucoup parler de ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais je m'en tiendrai à la dimension européenne. Alors à propos de reconstitution,
Ce que je veux dire, c'est que l'Union est tenue de se réformer, ce qui ne revient pas à dire une réforme des traités. Mais l'Union n'est plus la même, ce qui implique un processus de réflexion que l'on retrouve dans le cadre d'une réflexion générale de l'Union sur ce qu'elle est ou devrait être. Sur le plan des normes, aujourd'hui, l'État-nation est encore la structure dominante. La démocratie est associée à l'État-nation. Donc, une expérience telle que l'Union européenne se trouve confrontée à un double défi. Il ne faut pas seulement qu'elle se fasse accepter, mais il faut également que chacun sache qui est responsable. Et responsable devant qui? Et ceci est un processus permanent. Et c'est le moment pour l'Union de mettre cette structure de responsabilité en place. C'est un défi que le Parlement européen devrait lever. Alors, mon deuxième point dans cette transparence serait de transmettre le récit de l'Union à ses concitoyens. Mais il n'y a pas pour l'instant de script, il s'agit de le rédiger encore. C'est un défi plus exigeant qui renvoie à la réforme de l'Union. Alors je ne vais pas en parler maintenant, mais du point de vue de la théorie de représentation, c'est intéressant et difficile. Quel devrait être le rôle des représentants des États qui sont pour l'instant dans le flou? Il y a cependant encore une autre possibilité pour le Parlement pour contribuer aux réformes. Ce qu'il conviendrait d'ajouter, c'est que si le Brexit traîne encore, il faut comprendre comment réformer l'Union en son sein tout en continuant le processus de négociation avec Brexit. Il va y avoir chevauchement, mais les deux choses doivent être scindées. Pour éviter des répercussions négatives de l'un sur l'autre. Et un accord avec le Royaume-Uni dans les années à venir n'impliquera pas que le Royaume-Uni et l'Union. Il semblerait donc qu'il y ait toute une gamme de défis même si nous avons été très surpris de l'unité européenne. Reste à voir ce qui se passera à l'avenir. Cette unité perdurera-t-elle? Alors, je conclurai par ça. Et j'en reviens à des changements dans le désordre, à l'anarchie. Regardez le tableau. Tout d'abord, à gauche, changement dans l'ordre, pas de changement de politique, ce serait un Brexit doux. Le Royaume-Uni serait inclus dans le marché intérieur et l'union douanière. Ceci se ferait dans l'ordre tant qu'il n'y a pas de contre-coup politique en Royaume-Uni, ce qui est possible. Mais autrement, on pourrait peut-être éviter les soubresauts. La case à côté, changement dans le désordre. En fait, moi je parlais de la case en dessous, la case numéro 2, qui est impossible. Et la case 4 serait un changement en profondeur, sans aucun contrôle, avec effondrement total. La réforme de l'Union devrait se faire dans la case 3. L'Union elle-même devrait
pouvoir donner un cadre de changement ordonné. Mais du coup, les différents protagonistes auraient une responsabilité à endosser. Comment gérer ce processus tout en veillant à ce qu'il soit démocratique et transparent? Merci.